Donc, bienvenue à tous pour ce nouveau webinaire SEMJ. Merci à toi, Olivier, d'avoir accepté de faire ce webinaire à mes côtés. Ouais, merci pour l'invite. Et donc, l'idée de ce webinaire, ça va être, toi, Olivier, tu vas leader ce webinaire et tu vas partager avec vous tous tes conseils, notamment sur l'évolution de l'importance du contenu dans une stratégie SEO, tous tes conseils en tant qu'expert SEO pour bien mener une stratégie de contenu et également, puisque tu utilises maintenant SEMJ quasiment depuis ses débuts, eh bien, tu nous donneras également des conseils de ton utilisation de l'outil. Sachez que ça se veut être un webinaire très interactif, c'est-à-dire dès que vous avez une question, une remarque, n'hésitez pas à publier dans le chat et on se fera un plaisir de pouvoir vous y répondre directement en live sur le sujet. Donc, on est parti pour ce webinaire. Alors, si jamais dans l'audience, il y aurait des personnes qui ne te connaîtraient pas, Olivier, est-ce que tu peux te présenter et présenter aussi tes activités ? Eh bien, écoute, pourquoi pas. Donc, je crois qu'on a même un petit slide pour ça. Donc, je suis connu surtout, on va dire, pour WebRank Info, le site que j'ai créé en 2002. Donc, ce mois-ci, je fête les 20 ans de WebRank Info. Voilà. Donc, joyeux anniversaire. Merci. Et puis, je crois que c'était le vôtre chez SEMJ il n'y a pas si longtemps, pour 10 ans. Donc, tu vois, je suis 2 fois plus vieux que vous. Donc, WebRank Info, voilà, c'était un site de passion en 2002. Et l'année d'après, c'est devenu mon business parce que je suis devenu... j'ai quitté mon boulot de salarié et puis je me suis lancé dans l'aventure, quoi. Donc, je suis consultant SEO depuis presque la même époque. Donc, ma boîte, c'est WebRank Expert. Voilà, et ça continue. Donc, je continue de gérer le site WebRank Info 20 ans après, de publier des articles. Alors, je ne couvre plus l'actualité. Il y en a qui font ça très bien. Mais je me concentre plutôt sur des dossiers. Voilà, je rentre dans le détail de certains dossiers SEO. Et la deuxième partie de mes activités, c'est dans l'autre entreprise que j'ai cofondée qui s'appelle Ranking Metrics, donc, dans laquelle j'ai fait je ne sais pas combien de dizaines ou centaines de formations au SEO. Donc, il y a des milliers qui sont passés par mois. Et où on a aussi créé une plateforme MyRankingMetrics, donc avec des outils SEO, et dont on va d'ailleurs un peu parler aussi aujourd'hui un petit moment, parce que je l'ai utilisé pour récupérer des données, pour répondre à une des questions de ce webinaire. Voilà. Donc voilà, vous connaissez un peu mes activités. Moi, je tiens à dire que j'ai commencé le SEO il y a 14 ans, je pense maintenant, et clairement, WebRank Info est un support très important pour justement obtenir les réponses. On en parlait avec Olivier en début de webinaire, mais à l'époque, il y avait très peu d'infos sur le SEO et WebRank Info était vraiment un canal très, très, très important pour découvrir la boîte noire de Google. Pour présenter rapidement SEMJ, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, qu'est-ce qu'on fait chez SEMJ ? Globalement, on aide les marques à gagner en visibilité sur Google, notamment grâce à notre très belle plateforme SEMJ, qui vous allez notamment découvrir en partie pendant ce webinaire, mais qui vous permet deux choses: aller chercher plus de trafic, de conversion grâce à des contenus plus performants, et de l'autre côté, produire des contenus de manière beaucoup plus productive, gagner du temps à chaque étape de votre production de contenu. Et donc aujourd'hui, on accompagne de nombreux acteurs retail, e-commerce, banque assurance, médias, qui justement optimisent leur contenu avec SEMJ pour aller chercher des très belles performances. Alors, est-ce que tu peux nous dire justement, Olivier, on le sait très bien, en SEO, il y a un minimum de 3 piliers: le technique, le netlinking, le contenu. Est-ce que tu peux nous en dire justement un peu plus sur pourquoi c'est important de miser sur le contenu ? Tout à fait. Donc, pour ça, je me suis dit qu'on allait parler
l'intérêt du contenu sous deux niveaux, en fait. Le niveau plus global, général, niveau d'un site dans son ensemble. Et puis après, page par page, pourquoi là aussi, on a besoin de contenu. Donc, comme je l'ai dit là dans ce slide, c'est carrément indispensable. On peut dire sortir tous les phrases qu'on veut, le contenu est roi, etc. Mais voilà, c'est toujours vrai, c'est presque encore plus vrai, j'ai l'impression. Donc, pour ça, voilà, je vais détailler un peu les deux aspects. Et puis, comme moi, j'aime bien pouvoir mesurer les choses, eh bien, je vais essayer de me baser sur des données pour pouvoir répondre à cette question et puis montrer un peu quelques succès. Donc, au niveau de l'ensemble du site, en fait, on a besoin de montrer à Google qu'on est expert du sujet sur lequel on voudrait sortir dans Google. Donc, pour ça, ce n'est pas avec une seule page qu'on va s'en sortir. Même la meilleure des pages du monde sur un sujet, voilà, on n'y arrivera pas. Là, par exemple, j'ai pris une capture d'écran d'un site, je crois que tu connais, sur les tapis de yoga. À la base, ce site-là, on ne pouvait pas imaginer qu'il puisse sortir sur la page 1 de Google. Et ce n'est pas forcément une histoire de backlink ici. Et par contre, si on creuse et qu'on regarde un peu le site, il y a énormément de contenus qui ont été créés. Des contenus, après, on va voir comment on les fait un par un et de bonne qualité. Parce que ce n'est pas juste dire j'ai 300 pages, c'est bon. Mais quand on montre à Google qu'on a fait le tour du sujet, eh bien, il y a tout qui marche mieux, en fait. Voilà. Moi, j'aime bien prendre une comparaison, par exemple, avec un livre. Donc, imaginons, tu prépares un livre et tu te dis, tu as deux stratégies. La stratégie idiote, je vais survoler, je vais faire 50 chapitres, mais chaque chapitre, il sera très court parce que j'en fais 50 quand même, c'est un gros boulot. Les lecteurs, ils vont pas du tout apprécier ça parce que voilà, on regarde un chapitre et puis en fait, il est survolé. On n'a pas les infos qu'on cherchait en fait. Donc, deuxième stratégie, je fais pas 50 chapitres, j'en fais 5, mais au moins chacun des 5 chapitres, je rentre dans le sujet. Il y aura suffisamment de pages dans le chapitre pour développer tout ce qui a besoin d'être abordé, quoi. Donc là, les lecteurs, ils seront contents de ça. Donc finalement, c'est important d'être exhaustif dans les sujets ou sous-sujets qu'on a décidé d'aborder. À nous de voir qu'est-ce qu'on va aborder comme sujet. Et je vais en reparler tout à l'heure. C'est nous qui nous plaçons la barre plus ou moins haut. Donc voilà. Mais en fait, avec mon image du livre, si je compare à Google, en fait, lui aussi, il sait vérifier si un sujet a été survolé, en fait, abordé de façon superficielle. Donc, il va s'en rendre compte. D'un côté, lui, il voit toutes les requêtes que les internautes font et il sait très bien les regrouper dans des espèces de clusters, en fait, et se dire, voilà, toutes ces requêtes-là, elles abordent le même sujet, en fait. Est-ce que, par hasard, il y a des sites qui m'aident à répondre à toutes ces demandes-là? Et si c'est le cas, ce site-là, il est, entre guillemets, expert du sujet et ça serait intéressant de le faire remonter. Et si ce n'est pas le cas, ce site-là, il ne m'intéresse pas. Même s'il a une page qui est extraordinaire, il va beaucoup moins m'intéresser. Et ce qui est super intéressant, c'est que dans l'exemple que tu donnes, qui est une question qui revient souvent, c'est est-ce qu'un petit acteur peut se positionner sur un mot-clé très concurrentiel alors qu'il y a déjà des très gros acteurs très connus? Là, c'est le cas du site que tu montes, Shin Mudra, 300 contenus de blog autour du yoga, autour des tapis de yoga. Et donc, il est en première page Google, mais devant GoSport. Pourquoi? Parce que ce n'est pas grâce au netlinking. GoSport, on sait très bien que niveau netlinking, c'est très puissant. Mais parce que GoSport a très peu développé, du coup, ses contenus autour du yoga et des tapis de yoga. Et donc, du coup, forcément, le site spécialisé en contenu sur le sujet peut passer devant. Donc, ça, c'est très puissant, quoi, en effet. Ouais, d'ailleurs, c'est intéressant que tu parles des backlinks parce que moi, j'ai remarqué quelque chose, c'est que tu peux compenser une faiblesse en backlink par le contenu. Ça peut paraître étonnant, comme si c'était une monnaie d'échange, mais franchement, ça ressemble à ça. C'est-à-dire que si tu n'as pas les reins assez solides pour aller acquérir tous les liens nécessaires, ou que, en tout cas, pour être au niveau de tes concurrents,
eh bien, si tu compenses ça, entre guillemets, par le contenu, eh bien, ça marche. Ou alors, inversement, on pourrait dire que si j'ai fait un effort suffisant sur le contenu, eh bien, j'aurais besoin de moins investir en backlink. Enfin, on peut prendre le problème dans le sens qu'on veut, mais c'est assez intéressant de voir cette espèce de monnaie d'échange, quoi. Complètement. Bon, alors maintenant, quand on a bossé bien au niveau d'un site, on peut faire après appliquer la même méthode, entre guillemets, la même approche au niveau d'une page. En fait, moi, je vais me dire quel est le sujet que je vais aborder dans ma page. Si le sujet il est vaste, je vais avoir besoin d'une page gigantesque. Et d'ailleurs, ça ne suffira pas. D'emblée, on peut le dire, et il faudra faire des sous-pages. Mais si je prends une page sur un sujet vraiment de niche, en fait, je suis un peu en bas de mon arborescence, j'aurais besoin d'un contenu beaucoup plus faible. Donc là, déjà, on retord le coup de l'idée, il y a un nombre de mots pile poil qu'il faut atteindre, ou plus t'en mets, mieux c'est. Non, c'est pas vrai. Ça va dépendre du sujet que tu vas aborder. Donc, si ton sujet, c'est l'assurance vie, bah, évidemment que ce n'est pas avec 300 mots que tu vas être premier. Parce que tu vas devoir faire une belle page pilier sur l'assurance vie avec des sous-pages. Et puis là, pour le coup, je pense qu'il faudra aussi des backlinks. Mais si c'est quelque chose d'extrêmement précis et l'internaute, il a une intention très précise et toi, tu y réponds avec 150 mots, j'ai déjà eu des cas où si tu corresponds bien à ce que demande l'internaute, tu n'as pas besoin d'un vaste contenu. En fait, il faut faire le tour du sujet que tu as décidé d'aborder dans ta page. Donc, à toi de voir où est-ce que tu places le niveau. Voilà. Donc là, bon, j'ai pris un exemple. On voit à gauche capture d'écran d'une partie de l'interface SMJ. Donc, et c'est une page que j'ai travaillée sur WebRank Info. On va en reparler tout à l'heure parce que c'est intéressant de savoir. Ça, c'était une page qui dormait sur mon site depuis 10 ans et que j'ai réveillée. Voilà, on verra pourquoi. Et donc là, ben, j'ai un bon score. On voit quand même 96. Selon SMJ, il n'y a plus grand-chose à faire. Et bien, j'arrive en page 1 de Google sans aucun travail de backlink. Aucun. Bon, ok, qui a envie d'être premier sur Google Scholar? Je pense que ça fait rêver à peu près personne. C'était juste un exemple pour moi, pour tester. Et en fait, ben là, c'est quoi le but? Parce que j'ai pas fait. Là, j'avais pas besoin de sous-page, parce que c'est quand même la niche. Hein. Et bien, j'ai fait le tour du sujet. Donc, toutes les questions que les gens se posent, tous les aspects, eh bien, ils sont dans la page. Donc là, on ne la voit pas, la page, mais bon, elle est quand même assez longue. Donc voilà, sur le contenu, on en a besoin au niveau d'un site et on en a besoin au niveau de l'ensemble, enfin de chacune des pages. Alors, il y a forcément une question qui revient tout de suite, hein, c'est qu'est-ce que je dois faire en premier? Parce que là, Olivier, il me dit il faut plein de pages sur le site et travailler chacune des pages. Ok, moi, je fais un inventaire de ce que j'ai sur mon site, mais comment je vais savoir si je dois améliorer les contenus existants ou si je dois créer des nouveaux contenus? Donc, ça, c'est une question qui a déjà été abordée une ou plusieurs fois, je pense, dans d'autres webinars. Moi, j'ai essayé d'y répondre avec ma propre approche et ma propre expérience, et notamment, je vais essayer d'en parler avec les données. Donc, les mauvaises solutions, c'est quoi? Bah, c'est d'essayer de faire ça, comment dire, à vue de nez, enfin, à la main, ou en regardant le site, en se baladant, en allant juste voir les stats analytics, ou bon, tout ce qui est pas assez sérieux au niveau des données, tout ce qui prend trop de temps, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc, moi, vraiment, je voudrais gagner du temps et pas prendre les décisions au pif. Donc, je vais me baser sur des données fiables. D'ailleurs, pour étudier un site dans son ensemble, moi, il y a un truc aussi qui m'intéresse bien. Hein, là, je parle presque en prestataire SEO. Hein, c'est savoir très vite si un site il a des lacunes en contenu. Est-ce que je peux le savoir très vite, quoi? Est-ce que ça va être, en fait, ça va être un super levier
Ou est-ce que le gars, il a déjà super bien bossé les contenus et finalement, peut-être que ce n'est pas le premier levier que je vais devoir actionner pour ce site-là. Ça sera peut-être les backlinks, ça sera peut-être autre chose. Donc pour ça, moi, je me base forcément sur un audit du site. Donc déjà, je crawl le site. Donc sur ma plateforme MyRankimetrics, j'utilise mon outil RMTech. Et RMTech, on a développé plusieurs algos, je vais en parler très rapidement. Il y en a un qui s'appelle Quality Risk. Donc Quality Risk, il indique est-ce qu'on a encore des problèmes sur une page? Est-ce que la page, elle accumule des problèmes, des problèmes SEO, hein. Est-ce qu'elle accumule des problèmes? Donc, par exemple, elle a un titre qui est complètement raté, elle a un contenu qui est ultra superficiel, mais elle a aussi elle a un maillage interne qui est catastrophique, elle est très profonde, elle met plein de temps à se charger. Bref, tout ça est pris en compte. Et Quality Risk, il m'indique, en gros, si j'ai bien fait mon boulot ou pas sur mes pages. Donc là, c'est les courbes en bleu ou en rouge. Donc là, c'est pour un site, on voit que la majorité de ces pages sont en rouge. Donc, c'est pas top, mais il a quand même aussi des pages à indice 0, ça veut dire elles n'ont pas de problème. Et en plus, je vois la performance des pages. Est-ce qu'elles font plein de clics? Donc, lesquelles font plein de clics, le plus de clics, c'est la courbe en violet. C'est celles qui n'ont pas de problème selon Quality Risk. Bon, Quality Risk, c'est nickel pour avoir comme ça une vue d'ensemble du site. Mais là, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le contenu. Donc, pour ça, j'ai un autre indice qu'on va calculer et qui essaye de se focaliser cette fois-ci sur la partie vraiment plus contenu de la page. Donc là, j'ai fait un petit dessin pour montrer un cas typique d'une page dans laquelle, en fait, l'algo, il doit découvrir quelle est la zone essentielle de la page. C'est dans celle-là que on doit concentrer nos efforts, parce que c'est dans celle-là aussi que Google, en fait, met le plus de poids. Donc, tout l'entête, la zone de recherche, même le fil d'Ariane, la barre latérale, le pied de page, et même là, je n'ai pas la place, mais s'il y a d'autres endroits dans la page qui sont secondaires, en fait. Je pense par exemple sur une fiche produit, je mettrais tout le cross-selling. Ceux qui ont aimé ceci ont aussi aimé cela, etc. Tout ça, ce n'est pas le contenu principal. Je me concentre vraiment sur le contenu principal. Ensuite, je vais essayer de découvrir, de deviner quel est le type de site et même quel est le type de page. Parce qu'en fait, là, en termes de contenu, j'ai remarqué qu'il y a une sorte de minimum syndical quand même en taille à atteindre selon le type de page. Donc, un article de blog, il doit être beaucoup plus long que le texte qu'on trouve dans, je sais pas moi, une catégorie de e-commerce. Et donc, à la fin, on calcule toujours un indice entre 0 et 100. 0, aucun problème. 100, pire problème. Donc, voilà ce que ça peut donner. Exemple 1, là, je vois immédiatement, en un coup d'œil, ça, c'est un site qui a, ça, c'est l'indice de manque de contenu. Est-ce que je manque de contenu dans cette fameuse zone? Donc, plus il y a de barres en rouge et plus vers la droite, plus c'est la cata. Donc ici, je vois que c'est le cas, ce site-là. Il a très peu bossé ses contenus. Et d'ailleurs, encore une fois, je vois avec la courbe en violet que là où il fait du trafic, c'est sur les pages où il a bien bossé. Donc ici, je sais déjà qu'il y a trop de pages qui manquent beaucoup de contenu. Donc, en fait, ici, il aura les deux à faire, ce site-là. Il aura à créer des nouvelles pages et à en améliorer. Maintenant, j'en prends un deuxième. Celui-là, il a bien bossé des bonnes pages. Il y a quand même un gros pic là, à 0. D'ailleurs, c'est elle qui cartonne le plus. Par contre, il a délaissé plein d'autres pages. Et à force, ça en fait beaucoup trop. Et pour Google, il y a peut-être là, je ne sais pas, 70% des pages, 60, je ne sais pas, qui sont finalement assez superficielles. Donc, Google, il va avoir une vision déjà appauvrie, un peu moins bonne du site. Mais surtout, ce site-là, il sait faire des bonnes pages. Donc là, je sais que là, je dois améliorer des pages. C'est un peu comme si Google, il parcourait le site web un peu comme un livre et il se disait oula, j'ai 30% de bonnes pages, mais j'ai quand même 70% de pages de mauvaise qualité dans mon livre, donc je vais peut-être pas lui mettre 5 étoiles sur 5. Quoi. Et c'est ça. Et alors, faut quand même pas oublier, ça fait plus de 10 ans que Google il a sorti notre ami Panda. Donc voilà, les plus jeunes, ils savent pas ce que c'est que Google Panda, mais il est bien incorporé dans le Go.
Et depuis 10 ans, Google, il se base sur l'ensemble de ce qu'on lui donne à manger. Toutes les pages qu'on lui demande de faire indexer, c'est sur ça qu'il se base. Donc, c'est un peu bête de laisser autant de mauvaises pages. Après, je vais prendre un troisième exemple. Donc, c'est un site qui a… Ah oui, alors, juste avant, ça, c'est le même site que celui-là. OK. Et on va regarder où est-ce qu'il fait du trafic. Et en fait, par rapport à ce fameux indice de manque de contenu, par quoi sont générées les visites? Par quelle page? Bon, bah là, on voit, voilà quel genre de page génère les visites sur ce site. Donc là, on a 75% du contenu, du trafic, pardon, qui est généré par les pages sur lesquelles on a justement fait un boulot sur le contenu. Ouais, et ça, c'est un point important, hein, d'ailleurs. C'est souvent sur un site web, quand on analyse les données, et c'est vrai qu'au final, il y a assez peu d'outils qui permettent d'automatiser cette analyse. Et c'est là où c'est intéressant, ces graphiques. Mais en général, c'est la loi de Pareto. C'est-à-dire que vous avez 20% potentiellement des pages de votre site qui représentent 80% de votre trafic. Hein. Ça, il faut en avoir conscience. Ouais. Et comme tu dis, Olivier, très souvent, le problème, c'est au-delà des problèmes techniques, bien entendu, qui peuvent intervenir, mais c'est l'optimisation du contenu, très clairement. En fait, le plus important, si je regarde ce graphique, c'est que ce site-là, il est sauvé par un pool de bonnes pages. Enfin, bonnes pages. Là, pour l'instant, je ne peux pas l'assurer. Ça, c'est une vision extrêmement rapide. Il est sauvé parce qu'il y a quand même un paquet non négligeable de pages sur lesquelles il a fait un effort. Donc lui, il est, entre guillemets, il est sauvé. C'est-à-dire, son trafic, il ne doit pas être si dégueu que ça. Mais il est tout à fait améliorable et je sais que c'est améliorable en améliorant les pages existantes. Alors que le tout premier, ici, c'était beaucoup moins le cas. Il avait beaucoup trop de pages merdiques, pas travaillées du tout. Voilà. Maintenant, si je prends un troisième exemple, c'est lui. Donc ça, c'est un site où quand même une grosse majorité des pages sont là à indice 0. Donc, nickel, il y a eu un gros effort éditorial de fait. Ici, je sais, comme ça, que c'est quelqu'un qui a déjà beaucoup bossé l'édito, sûrement. Il faudrait le confirmer, mais encore une fois, c'est une vision en 3 minutes. Hein. Et peut-être qu'il y aura très peu de pages à améliorer. Donc, sur ce site-là, ça sera la priorité pour moi, ça va être de trouver des nouvelles idées de pages. Donc ça, on va en parler. Ouais, créer des nouveaux contenus. Et créer des nouveaux contenus, exactement. Il y a une question de Jean-Florent. Enfin plutôt un retour qui est intéressant, qui peut créer le débat. Jean-Florent nous dit oui, mais Google ne crawl pas des sites, mais des pages. Il n'a pas forcément de vue globale du site. Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que c'est vrai et faux. C'est tout à fait vrai de rappeler que Google, en fait, il crawl et il rank surtout des pages. Ce n'est pas des sites qui sortent dans les SERP, c'est bien des pages. C'est page par page qu'on se bat. Donc ça, c'est hyper important de le rappeler. Mais les pages, elles forment un tout. Déjà, rien qu'avec le maillage interne, elles s'entraident en fait, les pages. C'est la notion de topic cluster où vous lui mettez le nom que vous voulez. Les pages entre elles vont s'aider. Et ça, c'est clairement dans l'algo de Google. Donc, même si Google continue de nous dire, par exemple, il ne calcule pas un indice d'autorité du site dans son ensemble, ok, s'ils veulent, ils peuvent nous dire ça. Mais on voit très bien, nous, qu'il y a des effets qui ne sont pas par page, mais au minimum par groupe de pages. D'ailleurs, on le voit aussi avec les backlinks. Si c'est d'autres pages autour qui ont eu des liens, ben, elles peuvent en faire profiter en interne. Il y a clairement un effet quand même groupe de pages au minimum qui joue. Et là, il y a une question également. Là, le nombre de clics moyens sur ce graphique, c'est des clics SEO seulement? Ouais, en fait, c'est des clics, c'est pour reprendre la terminologie de Search Console. Oui. Donc, chez Rankimetrics, on a arrêté d'utiliser Analytics en 2021 parce qu'on trouve que ce n'est pas assez fiable. Et ça l'est encore moins avec tous les bannières de cookies, les bloqueurs de tracking, etc. Donc là, c'est des clics ramenés sur 30 jours. Donc là, on voit que les pages
qui n'ont pas de problème a priori de contenu, elles font chacune presque 300 clics par jour, par 30 jours. C'est pas si mal. Hein. C'est pas si mal. Ça, c'est un site, je l'ai en tête, il a à peu près 400 pages dans le site. Et ben, il cartonne. Voilà. Allez, on va continuer avec mon parcours avec SMJ. Donc, SMJ, je l'ai découvert, comme tu disais, assez tôt, hein, voire très tôt. Je me rappelle d'un SEO Campus où tu étais venu en faire le show. En 2019. En 2019, c'est ça. Mars 2019, peut-être. Ouais. Et c'était le petit concours à celui qui avait le meilleur score sur la page qu'il voulait, etc. C'était sympa. Donc, depuis, ben, en fait, effectivement, j'utilise l'outil. Je fais des petits commentaires qui a l'air de plaire. Et puis, moi, ça me plaît aussi quand je vois que certaines idées sont implémentées ensuite dans la plateforme. Voilà. Donc, je l'utilise de base essentiellement sur WebRank Info. En fait, WebRank Info, pour moi, c'est un labo. Hein, c'est un labo de test. C'est mon propre site, je fais ce que je veux. C'est sur ça que je teste plein d'outils, plein d'idées, et pour pouvoir ensuite les appliquer sur des clients. Je préfère quand même faire dans ce sens-là. Voilà, tant qu'on peut, c'est quand même mieux. Et puis, depuis, j'ai pu l'utiliser sur d'autres sites. Voilà un petit peu résumé en 4 points mon parcours avec SMJ. Donc, à quoi ça me sert, SMJ? En fait, j'ai essayé de trouver 5 points clés. Donc, la première des choses, c'est de faire des briefs. Donc, faire le brief, c'est moi qui m'en occupe. Faire rédiger, je rédige quand c'est WebRank Info. C'est moi qui rédige, disons, 99% des contenus. Mais ce n'est pas le cas quand c'est pour des clients, où là, j'en ai trop à faire et je sous-traite, ou alors j'ai quelqu'un dans mon équipe qui s'en occupe. Mais le brief, il est absolument indispensable. Et d'ailleurs, je vois très bien avec les rédacteurs que la qualité des briefs joue énormément. Et entre dire, j'aurais une page qui parle de ça, tu me mets ces 5 mots-clés-là et je voudrais tant de mots, bon, j'appelle pas ça vraiment un brief, quoi. Alors que là, c'est carrément beaucoup plus détaillé. Ça fait gagner du temps au rédacteur. Et puis surtout, moi, je sais qu'à la fin, ça fera un contenu qui marche. Donc, c'est ça que je viens chercher. En fait, je l'ai déjà dit, hein, moi, ce qui m'intéresse, c'est de gagner du temps. Voilà. Qu'on soit prestataire, qu'on soit SEO en interne, qu'on bosse pour son propre site. Dans tous les cas, le temps il nous manque et c'est un point sur lequel les outils peuvent nous aider peut-être à gagner du temps. Voilà. Donc ça, c'est ça qui m'intéresse. Alors j'ai remarqué que je gagne surtout du temps pour les gros contenus parce que, en fait, habituellement, sinon j'étais noyé dans trop de mots-clés à caser dans l'article. Et ça, je déteste ça. Je déteste ce que j'appelle le bruit, c'est-à-dire on va me dire 15 fois la même chose, quoi. Donc ça ne m'intéresse pas. Je voudrais qu'on me dise, voilà, il y a tel truc à aborder dans la page, c'est indispensable. Mais je n'ai pas besoin qu'on me le dise 15 fois avec 15 toutes petites variations. Ce que j'aime bien aussi, c'est améliorer un contenu existant. Qu'est-ce que ça veut dire là? Qu'est-ce que je sous-entends? Mais en fait, c'est que je n'ai pas envie qu'on me dise, dans ta page, il faut que tu parles de ça, il faut que tu parles de ça. Si jamais je l'ai déjà fait. Voilà. Donc là, l'outil, il sait d'emblée, d'un côté, me dire tu dois avoir ça dans ta page, mais tu l'as déjà fait, c'est bien. C'est une petite coche verte. Voilà. Encore une fois, on gagne du temps. Quatrième point que j'aime bien, c'est d'avoir les métriques sous les yeux. Donc là, on le voit dans cet exemple où on a affiché non pas les conseils d'optimisation, mais les perfs. Donc, on est relié à Search Console ou Analytics ou à d'autres trucs d'ailleurs, je ne sais pas, pour afficher les perfs de l'article en fait. Donc là, on voit la barre verticale à partir du moment où on a bossé le contenu ou mis en ligne éventuellement et on l'a sous les yeux, quoi. C'est les données qui parlent. Voilà.
Et puis, le dernier point, je n'ai pas encore eu l'occasion de beaucoup le faire, mais c'est tester l'apport des techniques d'IA pour gagner du temps, encore une fois. Je crois que c'est un peu d'ailleurs la vision de CMJ, c'est que c'est pas ça qui va te remplacer ton rédacteur ou te produire d'emblée un super contenu, mais il va te faire gagner du temps. Ouais, nous, on utilise beaucoup l'IA en effet avec cette vision qui est comment l'intelligence artificielle va t'aider toi en effet en tant que rédacteur à obtenir plus rapidement des idées. Mais au final, ce qui compte pour la qualité du contenu, c'est la qualité du rédacteur. Ça, on en reste totalement persuadé pour faire des contenus meilleurs que les concurrents, puisque c'est ça l'enjeu. J'ai une question pour toi, Olivier. Je pense dans l'audience, il y a probablement des équipes où ils travaillent avec leur rédacteur, mais peut-être sans brief ou avec brief. Ça, est-ce que toi, parmi tes clients, est-ce que tu as déjà d'ailleurs peut-être accompagné des clients où les rédacteurs n'étaient pas habitués à avoir un brief SEO? Parce que ça, c'est une étape qui est très clé, mais on en parle peut-être assez peu souvent. Je peux dire que j'ai eu souvent des surprises par la qualité des briefs. Et ça veut dire qu'apparemment, ils n'étaient pas habitués à ce genre de brief. Moi, les briefs, surtout pour des contenus un peu costauds, tu as déjà toute la trame, quasiment une part du plan. Alors, il n'est pas imposé, mais il y a une idée quand même globale, presque du plan. J'aime bien aussi la partie questions-réponses, mais ça, on va en reparler, je pense, tout à l'heure. Ils se sentent plus accompagnés, on va dire. C'est pas, vas-y, débrouille-toi, fais-moi un article et dès que tu as fini, je regarde ça, quoi. Donc, et puis après, même, je pense que c'est beaucoup plus rapide. Bon, après, produire le brief, c'est pas zéro. Il y a forcément un peu de temps passé, un peu d'analyse, etc. On est d'accord. Le but, c'est d'aboutir à un brief de qualité parce que tout le monde y gagnera derrière. Super. Ouais. Super. Alors, je vois qu'il y a plusieurs questions. Il y a une question sur les tarifs CMJ. Mickaël, pour répondre, tout dépend de la volumétrie du site, etc. Donc, il suffit de faire une demande de démo. Je vois une question également intéressante de Bénédicte qui dit « J'ai lu un article qui mentionnait que Google allait repérer et pénaliser les contenus réalisés avec l'intelligence artificielle. Qu'en pensez-vous ?» Il y a un super article là, justement qui analyse cette partie-là. Je crois que c'est Search Engine Journal. C'est en anglais. En fait, déjà, quand Google fait ce genre de communication, potentiellement, il faut se poser la question de pourquoi ils font cette communication. Et c'est peut-être que justement, ils ont des difficultés. Donc, l'intelligence artificielle, c'est un outil. Ce qui compte à la fin, c'est un peu comme un marteau. Un marteau, on peut construire une maison avec et on peut faire aussi des choses moins bien avec un marteau. L'intelligence artificielle, en fait, tout dépend comment on l'utilise. Et donc, dans le message de Google autour de attention sur tout ce qui est automatisation de contenu, mais l'automatisation de contenu, je veux dire en SEO, ça date dès le début, content spinning, etc. C'est dès lors en fait qu'on automatise du contenu de basse qualité et par exemple on génère 100 000 pages. Il faut savoir qu'il y a des sites aujourd'hui qui font ça, des black hats. Là, forcément, oui, ça va tomber, ça va être pénalisé, ça va être spammy, et donc ça va tomber. Tout comme si demain on utilise l'intelligence artificielle pour faire un contenu top qualité et où le rédacteur, bien entendu, participe dans la rédaction de contenu, là, il n'y a aucun sujet, quoi. D'ailleurs, je viens de voir passer des captures d'écran des consignes de Google sur est-ce qu'on peut utiliser l'IA pour générer des contenus. Dans les consignes, il y avait déjà la phrase qui disait qu'on ne devait pas utiliser des générateurs automatiques de contenu. Et en fait, la phrase, elle a été complétée par si c'est pour manipuler Google. Un truc du genre. Et en fait, c'est intéressant, mais moi, je trouve que je suis en phase avec cette vision, quoi. Maintenant, je suis tout à fait d'accord avec toi. Quand Google communique, il y a une autre raison que celle que tu peux croire en lisant d'abord leur communication et qui sert 100% leurs intérêts. Donc, comme tu dis, ça peut être par exemple, ils ont du mal en fait à lutter contre le spam des contenus générés par l'IA et donc ils font le coup de la peur. Comme ils sont Google, on va les écouter au moins en partie.
c'est possible. Voilà. Faut voir ça comme un gain de temps. Enfin, à moins que vous vouliez tester, tiens, je vais produire plein de contenus pourris, mais ils m'ont coûté zéro ou presque. Enfin, vous êtes purement dans le spam. Bon, ok, mais sinon, vous êtes, je pense, dans la vision, je vais gagner vachement de temps. Et si je gagne du temps, bah, ça sera plus rentable pour moi. Top. Alors, on va continuer par quelques autres conseils, toujours centrés sur SEMJ et sur l'édito. Comment on va choisir quelle page je dois retravailler? Donc, tout à l'heure, j'avais donné une façon de voir si globalement, il faut retravailler des pages ou en créer des nouvelles. Si on a décidé qu'il fallait en retravailler, comment on va faire pour trouver lesquelles on doit retravailler? Bon, bah là, moi, j'aime bien justement me baser sur des métriques, des choses qu'on mesure. Voilà. Et c'est exactement ce qui se passe dans l'interface de SEMJ. Donc, ça, je t'avais dit dès le début que c'était une fonctionnalité que j'aimais bien. C'était être guidé par les données. Donc là, les données, c'est essentiellement, on regarde le content score. Enfin, je ne suis pas derrière l'algo, donc tu me diras peut-être, mais globalement, on va résumer. Hein, on regarde à quel point la page qui est déjà en ligne, qui a déjà été étudiée par SEMJ, à quel point elle est optimisée ou pas. Ou justement, est-ce qu'elle a un levier d'optimisation? Et puis, sur quel genre de volume de recherche elle s'appuie, en fait. Déjà, rien qu'avec ces deux métriques, ben, on peut calculer un petit indice qui me priorise les choses. Donc là, il me dit, dans cette capture d'écran, je vois que ma page qui liste les algos de Google, eh bien, je peux encore l'améliorer, apparemment. Et surtout, il doit y avoir pas mal de volume de recherche. Donc, ben voilà, elle est en haut de ma liste, la balise du RED canonique, etc., etc. Et donc, on voit qu'on peut avoir un mélange entre des pages qui sont déjà bien bossées, mais pour lesquelles il y a un volume de recherche qui est tellement fort que, en fait, ça reste encore rentable de l'améliorer, ou à l'inverse, des pages qu'on a très peu travaillées. Par exemple, là, ma page sur Google Images, je sais que j'ai quasiment rien fait, alors qu'il y a beaucoup de recherche. Donc, là, il y a un levier intéressant. Voilà, donc c'est aussi simple que ça, en fait. Hein. Après, on fait son marché dans ce qui est proposé, mais moi, je trouve que ça fait déjà gagner du temps et un bon point de départ. Voilà. Ouais, parce que ça, c'est important. En fait, souvent, sur un site web, vous avez plusieurs centaines, plusieurs milliers, voire plusieurs millions de pages. Et en fait, en SEO de manière générale, et ça marche aussi d'un point de vue contenu, hein, tout l'enjeu du SEO, c'est quoi les priorités? Parce que des actions SEO, vous pouvez en mener des tonnes et des tonnes sur votre site web, mais en fait, quelle est la priorité? Qu'est-ce qui va faire? C'est quoi les actions prioritaires qui vont faire gagner énormément? Hein, et ça, c'est un point important à avoir en tête. Et donc, bah là, typiquement, l'algo, en effet, hein, si demain, vous avez 10 000 pages sur votre site web, le sujet, c'est quoi les 20% de pages ou les 10% de pages que je dois optimiser absolument pour aller chercher des gros gains. Donc, c'est ça le travail que fait notamment l'outil pour parcourir notamment toutes les données SEO de vos pages. Et très souvent, vous avez des pages, par exemple, où en fait, elles sont très peu optimisées niveau contenu, mais et en plus, elles sont en deuxième page Google. Et en fait, quand vous êtes en deuxième page Google sur un mot-clé, vous avez fait 90% du chemin. D'accord? C'est dommage, mais vous arrêtez avant la ligne d'arrivée de la course, quoi, parce que vous récupérez rien en clic. Et donc, juste en optimisant le contenu, vous arrivez potentiellement en top 5, top 3, et avec une petite action de contenu. Donc ça, c'est des points qui sont très clés. Et c'est vrai que souvent, dans les équipes marketing, notamment, moi, j'ai remarqué, on est toujours un peu trop dans la production du nouveau. Et ça, c'est un défaut, en fait. Hein. C'est OK, je produis du nouveau, mais attendez là, on va aussi réserver du temps pour optimiser l'existant parce que c'est là où on va faire x10, x20 potentiellement de performance sur ce qu'on avait déjà créé. Quoi. Donc ça, c'est un point important à prévoir dans votre organisation. Alors, ouais. je vois plusieurs questions autour du calcul du potentiel de clic. C'est au moment où il est calculé, on analyse les différentes pages et donc on prend en compte plusieurs paramètres qui permettent de à la fois évaluer le gain que vous allez pouvoir obtenir
et l'effort que ça va vous demander. Le gain, typiquement, c'est combien de clics je vais obtenir. Il faut savoir qu'il peut y avoir également le combien de conversions on peut obtenir. Donc, c'est vraiment une jauge relative. Et tout simplement, si votre contenu est, par exemple, en bas de première page Google sur un mot-clé qui est très recherché, avec un très fort volume de recherche, on sait que si vous arrivez à viser le top 3, vous allez avoir d'énormes gains. L'effort, typiquement, si vous êtes en 100e position, l'effort est plus important que si vous êtes en 10e position sur ce mot-clé. L'effort également, c'est est-ce que si je rajoute seulement 300 mots, c'est moins d'effort que si je dois rajouter 1000 mots. Donc, c'est vraiment des dizaines de paramètres qui sont pris en compte de cette manière pour vraiment identifier le contenu qui mérite d'être optimisé en priorité pour aller chercher un maximum de gains avec le moins d'efforts possible. Alors, je vois l'heure qui tourne, on va peut-être avancer. Je crois qu'il y a encore pas mal de slides, Olivier. Ouais, juste quelques retours d'expérience sur cette façon sur les améliorations à apporter en fait aux pages sur lesquelles on a déjà bossé, comme tu dis. Les quatre points que je repère souvent. Le premier point, c'est qu'en fait notre page elle était superficielle en fait. Je l'ai dit au début, je ne rentre pas dans les détails. Il faut absolument qu'elle soit complète sur le sujet qu'on a choisi d'aborder. Deuxième exemple, mon contenu n'est plus à jour et pourtant il devrait. Donc, typiquement, j'ai une page qui dit les algos de Google aujourd'hui en 2021. Allez, Coco, on est en 2022 là, c'est pas possible. Rien que ça, ça décrédibilise tellement qu'on peut perdre des clics et au bout d'un moment même, Google peut commencer à voir que la page, c'est pas juste qu'il n'y a pas écrit la bonne année, c'est qu'elle n'est plus à jour. Donc, vous la mettez à jour. Et ça, c'est absolument majeur et c'est facile à faire. Ce serait vraiment dommage de laisser tomber des pages sur lesquelles vous avez bien bossé les années précédentes. Troisième problème, qui est plus dur à détecter et parfois aussi à corriger, c'est qu'il y a désormais un décalage entre votre contenu et le contenu qu'attendait Google, en tout cas pour satisfaire l'intention de recherche de l'internaute. Alors ça c'est un peu embêtant. Je vous donne un exemple. Je sais pas, vous avez une page qui parle d'un produit et Google aujourd'hui, pour la même requête, il veut plus un produit, il veut un comparatif de produits. Oh merde. Et ben là, on est bloqué avec cette page-là. Donc quand c'est ça, dans ce cas-là, ça ne sera pas la page en question qu'il faut corriger parce que ça va être dur de corriger. Mais là, vous détectez que finalement, il faudra peut-être faire un comparateur, un comparatif ou un listing de produits. Et le quatrième cas, ça peut arriver normalement pas vraiment sur les pages repérées comme ayant du potentiel, hein, c'est plutôt sur d'autres. Ça peut être des contenus qui intéressent vraiment plus personne du tout. Donc, ce n'est pas la priorité de bosser sur ça, évidemment, mais quand même, si vous allez les accumuler trop sur votre site, ça ne va pas être une bonne image que vous allez donner, d'ailleurs aussi bien à Google qu'aux internautes. Donc, de temps en temps, ça ne fait pas de mal de faire un peu de nettoyage. Ouais, ça c'est un point important. Je vois une question d'ailleurs de Florian. Est-ce que simplement changer la date de publication d'un article peut avoir un impact positif sur le positionnement Google? Question intéressante. Non. Si c'est que la date de publication, ça sert à rien. Par contre, parfois, il n'y a pas besoin de grand-chose. Hein. Ça peut arriver de changer quelques phrases, rajouter un paragraphe et modifier la date. Ça peut, dans certains cas, suffire. En général, c'est quand même une mise à jour plus importante qu'on demande. Alors, je continue. Comment trouver cette fois-ci des idées pour des nouvelles pages, pas corriger des pages qui existaient déjà. Donc là, on a la classique, technique très classique de l'espionnage des concurrents. Dans certains outils, on pourrait appeler ça content gap. Je ne sais plus trop comment on va appeler ça en français. En gros, c'est quoi? Vous avez une liste de mots-clés. Bon, pas 3-4 mots-clés, hein, plutôt 300, hein, quelque chose d'assez précis. Vous allez utiliser un outil qui analyse la visibilité de tous les sites sur cette liste de mots-clés. Et donc, vous avez votre liste des sites les plus visibles. C'est ça je vais m'intéresser à cela parce qu'eux, ils ont réussi à cartonner dans Google. Ça m'intéresse. Pour chacun des concurrents
qui sont comparables à mon client, eh bien, je repère ces pépites. Là où il a réussi à faire des bons positionnements. Et d'ailleurs, un conseil, vous intéressez pas directement aux mots-clés, sur quel mot-clé il sort, mais plutôt par page. Parce qu'une page, elle regroupe des mots-clés. Et des idées de contenu, c'est avant tout des pages et pas des mots-clés. Donc, moi, je regarde d'abord les pages sur lesquelles il sort et il fait plein de trafic. Et puis, quatrième étape, c'est là où on fait le gap, hein, j'exclus les contenus pour lesquels mon client il est déjà pas si mal, pour retenir que les nouvelles idées. Et donc là, je me retrouve avec une liste d'idées, de sujets à bosser, que je vais prioriser. D'un côté, évidemment, avec le volume de recherche, toujours, même si c'est assez approximatif. Et puis aussi avec l'intérêt business pour le client, hyper important. Voilà. Donc ça, c'est le classique. Et après, après je déroule ça dans SMJ. Deuxième technique, qui est beaucoup plus récente, en tout cas, qui m'intéresse beaucoup, moi, dans SMJ, tu le sais, Nico, c'est le nouveau module qui s'appelle idée de contenu. Donc là, dans cette capture d'écran, on voit que j'ai tapé Google Chrome. Et puis, j'ai demandé à SMJ, vas-y, donne-moi plein d'idées de contenu sur ce sujet-là, sur l'ensemble de la thématique Google Chrome. Donc, ils sont triés par, ici, on voit par volume de recherche, du principal mot-clé qu'on a trouvé pour chacune des pages. On peut filtrer pour, selon des articles plutôt conseils ou plutôt du shopping. Donc ça, sur un site e-commerce, c'est assez intéressant. On voit quand même maintenant qu'il y a une grosse majorité des sites e-commerce qui bossent le contenu et pas seulement rajouter un texte dans la catégorie. Ils font aussi des guides d'achat. Hein. Voilà. Donc, si vos concurrents ils font ça, ils vont peut-être vous passer devant. Et donc, comment on va faire pour trouver des idées de contenu? Vous allez peut-être cliquer ici sur article parce que ça sera justement des idées hors shopping en fait, si vous voulez bosser plus une partie blog. Voilà. Et là d'ailleurs, on rejoint là ce que tu disais en amont avec l'exemple sur le tapis de yoga et le site web qui est en première page sur le mot-clé tapis de yoga, alors que c'est un tout petit site web qui passe devant GoSport. Mais là, typiquement, en effet, ce module permet de faire deux choses. D'identifier les articles sur le tapis de yoga que je peux créer pour vraiment faire en sorte que mon site web réponde à l'ensemble des mots-clés informationnels grâce à des articles. Hein. Donc, potentiellement, je vais créer 50, 100 articles autour du yoga, du tapis de yoga. Mais il y a un autre sujet, en effet, comme tu dis, c'est quand on est un site web e-commerce, hein, on parlait des livres et du nombre de pages dans les chapitres. C'est important également d'avoir idéalement un maximum de pages transactionnelles, du coup, autour des tapis de yoga. C'est-à-dire, si vous vous rendez compte dans SMJ que vous ne vous positionnez pas en shopping sur un mot-clé genre tapis de yoga bleu, par exemple, alors que c'est très recherché, posez-vous la question, mais vous avez peut-être intérêt, a priori, à créer toutes ces pages transactionnelles manquantes. Ça, c'est un point important pour montrer à Google que vous êtes un expert sur le sujet du tapis de yoga, ou là, en l'occurrence, sur Google Chrome, et que vous traitez l'ensemble de la thématique, mais tant d'un point de vue article que d'un point de vue shopping, donc e-commerce. Ok. Donc, je continue sur donner un peu mon retour sur l'utilisation de SMJ pour une page donnée cette fois-ci. Comment je l'utilise? Bon, d'abord, il y a quelque chose qui se passe en dehors de SMJ, c'est indispensable, je pense, hein, c'est d'aller quand même voir la tête des SERP. Voilà, qu'est-ce qu'il y a comme bloc, qu'est-ce qu'il y a comme site qui sort, comme type de page, comme type de contenu. Ça, franchement, je préfère le voir en direct, en fait, dans la SERP. Ici, je suppose que j'ai déjà trouvé quand même le mot-clé principal qui m'intéresse, ce qui n'est pas toujours si simple. Il ne faut pas se tromper, voilà. Mais une fois qu'on l'a, voilà, je regarde la SERP. Ensuite, je démarre par les intentions de recherche. Donc là, on est dans le cas où, dans ma capture d'écran, où je démarre de zéro. Hein. Je n'ai pas encore d'article. Hein. Donc, les intentions de recherche, c'est justement tout ce qu'on pourrait appeler les aspects du sujet que je dois aborder dans ma page.
Voilà. Sauf cas contraire. Donc, si jamais dans les intentions, il y en a quelques-unes qui sont hors sujet ou que je décide, moi, de ne pas traiter, je clique tout de suite sur la petite croix là, dans SEMrush pour qu'ensuite, le score qui va être calculé soit vraiment en fonction de ce que j'estime être pertinent pour ce contenu. Un autre point que j'adore, c'est les questions. Donc, les questions, soit je vais les utiliser dans des H2 ou H3, soit je vais, ou les deux, je vais les utiliser dans une rubrique de la page, plutôt en bas, de type questions-réponses. En fait, les questions, je crois que je vais en montrer tout à l'heure. Donc, je vais y revenir. Tu as une slide avec les questions que tu peux montrer à l'audience. Ensuite, les termes associés, c'est un peu, on va appeler ça, je sais pas moi, le vocabulaire que vous devez essayer d'utiliser. En tout cas, c'est ce qui a été repéré chez tous les concurrents qui sortent bien. Avec, on voit des exemples, on voit combien de fois ils les ont utilisés. Alors, c'est pas pour dire qu'il faut les utiliser le même nombre, c'est juste pour essayer de jauger un peu l'importance. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Là aussi, c'est pour gagner du temps. Et puis, le maillage interne. Alors là, ça, c'est vraiment clé pour moi. Alors, c'est plus tout à fait de la rédaction, on est d'accord. C'est parfois pas du tout la même personne même qui s'en charge. C'est à faire même plus tard, on va dire. Souvent, c'est à faire plus tard, mais c'est carrément indispensable, le maillage interne. Donc là, quand on dit maillage interne, c'est surtout les liens entrants, moi qui m'intéresse. Faire des liens vers d'autres pages, normalement, je me débrouille, et puis même, normalement, je l'ai même conçu en amont. Donc, c'est pas trop ça la question. Mais trouver à l'inverse d'autres pages de mon site que j'avais oubliées et qui pourraient me faire des liens, parfois, c'est intéressant de les trouver ici direct. Voilà. Liens sortants, ici, c'est secondaire. Voilà, c'est mis à la fin. Alors, quelques captures d'écran. À gauche, ici, on voit les intentions de recherche. Alors, désolé, c'est un peu flou. Donc, on voit ici, vous voyez, ça, Google Alert, voilà, c'est une page qu'il faut que je retravaille. Elle n'a jamais été travaillée, d'ailleurs. Et je vois qu'il y a pas mal de choses. Donc, en fait, ici, je peux cocher des cases, des croix si je trouve que ce n'est pas intéressant. Sinon, voilà, on voit qu'ici, je les ai enlevés. Et tous les autres, je vais me débrouiller pour l'aborder dans l'article. Voilà. Si j'y arrive, eh bien, j'aurai l'article le plus complet du web sur le sujet et j'arriverai en page 1 grâce à ça. Les questions. Bon, les questions, c'est un grand classique aujourd'hui. Les PA, c'est les autres questions posées qui sont récupérées. Après, il y en a plein d'autres possibles. Elles sont triées je pense, par le trafic qu'on peut espérer, le volume de recherche. Moi, j'aime bien ça, les questions, parce que déjà, c'est assez facile de les mettre dans mon contenu et puis d'y répondre. On se prend moins la tête, je trouve, à rédiger. C'est dynamique, ça change un peu dans le style de la page. Et puis surtout, ça répond à des questions, ça répond à des demandes précises des gens dans Google. Et si je fais bien mon boulot, j'aurai même aussi des chances d'avoir cette fameuse position 0 sur justement certaines de ces questions. Parce que quand même, la position 0, c'est souvent affiché sur des questions. Bref, voilà, cette partie-là, moi, je la trouve hyper intéressante. Alors, l'outil n'en trouve pas dans 100% des cas, mais c'est quand même bien ça. Voilà. Allez, il est temps d'arriver aux résultats qu'on peut obtenir. Donc, je vais vous donner plusieurs exemples. Ça, c'est une page créée de 0. Donc, comment envoyer un mail en copie cachée, voilà, avec Gmail. Donc, voilà, j'ai fait la page, je ne sais plus trop à quelle époque c'était, il y a quelques mois, et j'ai obtenu un score de 78. Et puis après, on fait quoi? On clique ici sur performance, et puis on regarde le trafic que ça fait. Donc ici, un bon contenu plus un maillage interne bien bossé, sans aucun travail de backlink, parce que ici, ça ne vaut absolument pas le coup pour ce genre de contenu. Eh bien, j'ai un gros trafic grâce à ça. Donc ici, on voit que j'en suis déjà à 4000 clics depuis le début en 2-3 mois. Pour une seule page, c'est quand même un bon résultat. Voilà. Ouais, tu as 1500 clics par mois sur un article. Tu en fais 100 comme ça, tu es content. Sans backlink.
Je précise. Ouais, Par c'est contre, vrai. moi, je ne mets pas en ligne la page tant que je n'ai pas répondu à tout ce que cherchent les gens sur envoyer un mail en copie cachée. Voilà. Deuxième exemple, une page que j'ai retravaillée. Donc Google Scholar, c'était au fin fond de ce que j'appelle l'encyclopédie des produits Google. Voilà, je me suis embêté à décrire 230 produits Google. D'ailleurs, je ne suis pas tout à fait à jour. Il en a créé plein d'autres. Et ça là, Google Scholar, j'aurais pu le deviner avec le confinement. Le premier confinement, ça a démarré, où les gens se sont intéressés apparemment à Google Scholar. Et donc, je l'ai détecté grâce à ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, la liste des sujets, des contenus, pardon, que je devrais rebosser grâce à l'outil. Donc là, c'est un peu dur à voir sur ce graphique parce que ici, je m'étale carrément sur 2 ans. Donc, je l'ai mis plutôt ici dans la liste à puce. Donc, en avril 2020, quand j'ai démarré, la page, elle faisait 579 clics, c'est par mois. Et donc, 2 ans après, elle en fait 4000. Voilà. Donc, on voit en fait la courbe en bleu clair, ça a été le début. Ça, c'est dès que j'ai mis en place les optimisations. Et puis, on voit que il y a eu un creux apparemment à l'été 2021, puis après, c'est reparti encore. C'est là, le mot-clé, c'est quoi? C'est Google Scholar, c'est ça? Alors, en fait, il y a des fois, il y a des requêtes qui sont plus longues en nombre de mots et qui sont à plus fort volume. Ici, par exemple, je ne sais pas pourquoi, les gens vont te rajouter un truc genre recherche académique. Ah, d'accord. Je ne sais Ouais. plus quel est Ok. je sais plus exactement la requête. Et parce que oui, le creux là, c'est peut-être pendant les vacances. Ouais, c'est ça, exactement, pendant les vacances. Voilà, Il y a moins de recherche quand les étudiants intellectuelle sont à la sur la plage, plage. ils s'en fichent un peu de Google Scholar. Voilà. Ouais, donc là, tu as ton contenu, il fait 5000 clics par mois, hein, quasiment même, on voit à la fin de la courbe. En fait, 38K, ça doit être C'est sur 1 an ou 2 ans, je ne sais même pas. Non, c'est sur 1 an, je pense. Comment? Donc ça, Ah oui. typiquement, c'est une page qui dormait. Hmm. Voilà, c'est une page qui dormait sur le site. Et elle était totalement superficielle. Ça disait juste en 5 lignes, qu'est-ce que c'est que Google Scholar? Je m'étais d'ailleurs jamais intéressé à ça. J'ai raconté comment on l'utilise, c'est quoi les indicateurs qu'il y a dans Google Scholar, comment on cherche un auteur, un machin et tout. Poum, c'est délirant, quoi. Voilà, donc ça, j'aime bien vraiment, moi, j'aime bien être basé sur les mesures. Voilà. Donc, voilà. Et ça, au niveau global, bon, je ne dévoile pas non plus tout, mais vous avez des bonnes stats, là. Donc ça, c'est sur 1 an en comparant à l'année d'avant. Donc encore une fois, on est sur 2 ans, mais c'est justement mon utilisation de SEMJ. Donc là, juste avec 23 nouveaux contenus, eh bien, 229 000 clics. Comme tu dis, j'aimerais bien faire ça partout, peut-être avec tous les clients. Parce que 23 contenus, c'est quand même très, très peu. Voilà. Ouais, donc là, c'est que les nouveaux contenus en plus. Parce que Ouais, ça, c'est que des nouveaux contenus. Et 23, c'est rien. Hein, mais bon, c'est sur WebRank Info, j'ai pas non plus tant de temps que ça à consacrer. Encore une fois, c'est une sorte de labo. Hein. Donc là, c'est que les nouveaux contenus. Ouais. Il n'y a pas, par exemple, le Google Scholar que j'ai amélioré ou le Google Meet ou des trucs du genre. Et moi, c'est ça que je trouve ultra intéressant d'ailleurs en SEO, parce que c'est toujours la grosse problématique du SEO, hein, c'est je vais mener telle action, mais est-ce que ça va m'apporter des résultats et quel niveau de résultats en fait? Quand on mène les actions techniques, quand on mène les actions netlinking, c'est dur d'évaluer. Et en fait, mine de rien, avec le contenu, c'est quand même beaucoup plus simple de se dire, bah ouais, là, je vais faire 10 contenus, ils sont bien optimisés SEO, je sais que je vais récupérer du trafic dans 90% des cas, et ça vaut le coup. Franchement, moi, je peux que vous recommander, puisque souvent, hein, quand vous travaillez avec votre direction sur la stratégie SEO, tout de suite, c'est le sujet, mais c'est OK, on va investir du temps, de l'argent, mais est-ce qu'on est sur des gains? Et avec des contenus bien optimisés, en général, c'est quand même beaucoup plus facile justement de s'asseoir sur une prédiction où on sait qu'on va avoir des gains. Ouais. Alors, il y a une question de Jean.
Olivier, au-delà de la visibilité, qu'est-ce que cela vous a rapporté? Est-ce que vous monétisez vos contenus ou c'est juste pour le plaisir de ranker? Ouais, non, je suis interdit de monétisation, moi. C'est que pour le plaisir de ranker. Non, c'est une blague. Oui, j'ai truffé la page de pub, surtout pour les pages qui sont destinées à des personas qui m'intéressent moins en tant que consultant SEO, à savoir le grand public. Donc, le grand public qui veut savoir comment envoyer un Gmail en copie cachée, eh bien, je lui offre ce contenu gratuit, mais il y a de la pub. Donc, la réponse, c'est oui, il y a de la pub. Et même si ce n'est pas du tout, pour moi, l'avenir de mon business, mais d'ailleurs, depuis très longtemps, je reste encore avec quelques pages qui ont de la pub. Et donc ça reste rentable, ouais. Ouais. Top. Alors, donc, on se rapproche de la fin. Mon petit mot de la fin. Alors, c'est toujours dur de trouver trois petits mots, trois petits conseils sur le SEO. On va essayer de s'écarter un petit peu de tout ce qu'on a vu et de ne pas parler que du contenu, d'ailleurs. En fait, d'ailleurs, je crois que tu l'as dit à un moment, dans le SEO, on a plein de choses à faire. On a plein de choses sur un site. Et le but, c'est là d'ailleurs où il faut être bien accompagné, je pense, c'est qu'est-ce que je dois faire en premier? Qu'est-ce qui est le plus stratégique qui va me permettre de passer au stade suivant et de gagner le plus possible? Vous savez, on parle souvent des trois piliers du SEO, ou peut-être quatre. Moi, je rajoute souvent la satisfaction utilisateur. Bon. En fait, il y en a un des trois peut-être qui va être bien plus rentable que les autres. Et c'est par celui-là qu'il faut commencer. Donc, c'est pour ça qu'on ne démarre jamais au pif en disant « Bon, bah, moi, on m'a dit que tel pilier, il est plus efficace, donc je prends celui-là. » Ben non, je fais un état des lieux du site. Ça peut être très rapide. D'ailleurs, j'en ai donné des exemples tout à l'heure pour savoir si, par exemple, bizarrement, entre guillemets, c'est la technique qui pêche trop et qu'il faut bosser. Si j'ai des super contenus qui sont accessibles en 10 clics, ben, ça ne sera pas des super contenus, non, parce qu'ils ne vont pas performer. Parce que la profondeur, le maillage interne est complètement raté. Donc, ça devient ça la priorité. Voilà. Donc ça, premier problème, prioriser déjà au niveau global comme ça. Deuxième conseil, je crois que j'essaie de montrer là, le contenu, il est efficace. Vraiment, si on a les fondamentaux SEO bien en place, eh bien, le contenu, c'est très efficace et même indispensable. Je l'ai assez bien montré. Et en résumé, que ce soit au niveau de l'ensemble du site ou page par page, même pour n'importe quelle page, vous devez montrer que vous êtes incontournable. Vous devez montrer que c'est vous l'expert, vous méritez la place dans le top 10. Voilà. Souvent, je dis à un client, OK, donne-moi les 3 meilleures raisons pour lesquelles tu dois apparaître dans le top 10 pour cette requête-là. S'il met plus de 5 secondes à me répondre, c'est qu'il y a un problème. Il doit absolument savoir pourquoi il est incontournable. Et d'ailleurs, il pourrait très bien dire, ça peut être par les contenus. J'ai produit plein de contenus qui détaillent tout ça. Je réponds à tout ce que demande l'internaute. Troisième point, on va essayer de s'écarter un peu. Même si ça se rapproche encore du SEO, je pense, pensez branding. C'est-à-dire développer une marque autour de votre site. Une marque qui n'a pas forcément besoin d'être déposée, d'ailleurs, peu importe. En général, on fait une marque déposée, mais développer le branding. Parce que, Google, il s'en rendra compte. Il s'en rendra compte quand l'entité qui est associée à un site, eh bien, elle est forte. Et elle est forte, non seulement elle a des backlinks, on pense à ça généralement, mais elle est forte aussi parce que les gens cherchent. Les gens cherchent la marque ou l'entité qui est associée au site. Et je ne sais plus si c'était toi, Nicolas, ou je l'ai vu même plusieurs fois qui en parlait, disait, tiens, mais pourquoi ce site-là, il me dépasse? Les contenus sont moins bons, les backlinks ne sont pas extraordinaires. Franchement, je ne comprends pas. Et tu vas dans Google Trends ou je ne sais pas quel outil qui va essayer de te donner des pistes. Et là, tu découvres qu'en fait, sa marque, elle cartonne.
Et puis, si vous êtes bon sur votre marque, c'est une lapalissade, mais les gens vont vous chercher avec votre marque. A priori, vous serez premier. Vous allez faire du trafic. Le next step, c'est quoi? C'est les gens, ils vont combiner votre mot-clé, un mot-clé et votre marque. Ça, c'est absolument top parce que vous êtes en train de me dire à Google, je voudrais tel produit, mais seulement chez lui. Là aussi, vous serez premier. Donc, il y a des stratégies derrière qui sont, on va dire, marketing, mais n'oubliez pas de faire aussi un suivi. Moi, je suis étonné que les gens n'aient pas un suivi en place pour savoir quel est le trafic marque. Et non, le trafic marque, ce n'est pas le trafic direct, comme certains ont pu le croire en lisant rapidement l'étude de SEMrush il y a longtemps. C'est pas ça. Le trafic direct dans Analytics, c'est le trafic poubelle. C'est le trafic, on ne sait pas d'où vient l'internaute. Voilà. Une part, c'est le branding, mais seulement une part. Donc finalement, allez tout simplement dans Search Console, mettez un filtre, surtout maintenant il y a des expressions régulières, c'est top. Et puis surveillez votre trafic marque, surveillez combien de pages sortent sur ça. C'est pas forcément que la page d'accueil. Et ça sera pas mal. Voilà. Top. Merci beaucoup pour ces conseils, Olivier. D'ailleurs, j'adore là ton troisième conseil. Je pense qu'il y a plusieurs écoles sur le sujet et je fais partie de l'école en effet où je suis persuadé que la notoriété de la marque a un impact sur Google. Donc c'est un sujet qui est très intéressant et qui est à suivre de près. Alors, je te propose, il y a plusieurs questions dans l'onglet questions. On va essayer d'y répondre rapidement. Est-ce que tu sais nous dire comment faire le suivi d'optimisation statistique des contenus avec l'outil SEMG? En gros, tu disais je peux faire du suivi. Enfin, ce qui est important, c'est de faire du suivi de performance. Toi, avec l'outil SEMG, justement, qu'est-ce que tu suis En fait, dans les exemples que j'ai donnés, là, c'était les clics parce que c'était la métrique la plus adaptée pour moi. Mais si vous pouvez mesurer les conversions, c'est quand même mieux. Même si c'est pas toujours le rôle vraiment précis de la personne qui bosse le SEO, de faire en sorte qu'il y ait des conversions. Parfois, c'est un autre boulot, mais c'est au minimum, on doit travailler ensemble. Tout simplement, moi, je vais voir soit pour un article donné, dans l'onglet performance, ça me va bien, je choisis les bonnes métriques et les bonnes comparaisons de dates, soit je vais dans un rapport plus général qui me liste, là, pas pour une page, mais pour un groupe de pages, par exemple, toutes celles que j'ai bossées, ou améliorées ou créées. Et en général, ce genre de data suffit. Après, si je veux aller dans les détails, moi, j'ai d'autres outils pour, par exemple, savoir sur quel mot-clé je sors. Je dis bien sur quel mot-clé je sors. C'est pas dans l'autre sens. C'est pas le traditionnel. J'ai mon idée préconçue de sur quel mot-clé je dois sortir et je demande à un outil de ranking de me dire où est-ce que je suis. Non, allez par exemple rien que dans Search Console, vous voyez sur combien de requêtes vous sortez, sur combien de requêtes vous sortiez avant de faire les optimisations du contenu, et puis le nombre de requêtes, mais aussi, encore une fois, les clics. C'est ça qui compte. D'ailleurs, je me permets de rebondir. Tu parlais de conversion, ça c'est un point important, notamment là pour les clients qui utilisent SEMJ actuellement. Dès lors que vous avez la licence custom, pensez justement à configurer vos objectifs de conversion, par exemple inscription newsletter, demande de devis, etc. Puisque avec SEMJ, vous pouvez prioriser les pages existantes de votre site web à optimiser par conversion, pour aller chercher justement, tiens, je veux vraiment gagner des demandes de devis, donc je priorise mes pages justement qui ont le plus de potentiel de gains en demande de devis. Et après, dans les reporting, du coup, vous pouvez suivre aussi les gains de demande de devis. Donc, pensez à configurer vos objectifs analytics dans SEMJ. Ça, c'est un point important. Parce que le trafic, c'est bien. Les conversions, des fois, c'est pas mal également. Alors ensuite, on a une question de Fanny, qui est une question relativement, je dirais, longue, où il va falloir être synthétique sur la réponse. C'est comment auditer l'ensemble de son site
afin de voir ses forces et ses faiblesses. Alors là, il va falloir être synthétique, Olivier. Waouh. En fait, si c'est, je pense qu'on a besoin d'un crawl au minimum pour savoir combien il y a de pages sur le site, combien il y en a de problèmes techniques, combien il y en a de problèmes supposés de contenu. Ça, pour moi, c'est vraiment la première étape. La deuxième étape, ça va être de regarder quelle page génère du trafic pour essayer de comprendre s'il y a des problèmes, des faiblesses dans les contenus. C'est-à-dire j'ai des contenus, mais pourtant, ils ne cartonnent pas. Voilà, si je devais aller vraiment très vite, ce seraient les deux aspects. Est-ce que j'ai des problèmes clairs et nets de technique? Déjà aussi, combien j'ai de pages sur le site? Combien de fois je vois des gens que je leur dis, vous savez que là, il y a 3000 URL sur le site. Ils me disent, non, j'en ai que 700. Non, t'en as 3000. Et je ne les ai pas inventés. Et Google, il se les prend dans les pieds. Bon, bref. Ça, c'est un premier point. Et deuxième point, pour aller vite, pour voir les forces et faiblesses des contenus, peut-être il faut regarder sur quoi je sors dans Google. Est-ce que je fais du trafic? Voilà, c'est rapide comme réponse. Mais... Oui, et en général, quand on veut une vision globale des forces et faiblesses de son site, ça passe par justement des audits SEO qui sont réalisés par des experts SEO. Qui travaillent de plusieurs jours hommes, mais qui permet du coup d'avoir tous les éléments de réponse parce que faut récupérer de la data et l'analyser à tous les niveaux. On a une question de Nathalie. Si nos articles ont des dates en texte, mais aussi dans l'URL, et qu'on met à jour le contenu, il faudrait donc garder l'URL avec l'ancienne date ou alors on change la date que dans le contenu. Par exemple, j'ai une URL, je ne sais pas, les critères de référencement 2020, sauf que là, maintenant, on est en 2022. Comment on fait? Est-ce que tu as un conseil à donner là-dessus? Un conseil, c'est focalisez-vous sur ce que l'internaute y regarde, c'est-à-dire le contenu. Voilà. Sur mobile, l'URL, ça n'existe pas. Le grand public, l'URL, il ne sait même pas ce que c'est. Dans Google Desktop, elle n'est même pas forcément affichée en entier. Et quand il arrive dans son navigateur, il s'en fiche complètement de l'URL. Maintenant, si vraiment ça vous gêne, vous allez faire ce qu'il faut, une redirection 301 de l'ancienne vers la nouvelle et une mise à jour de tous les liens internes pour qu'ils pointent directement vers la nouvelle URL. Évidemment, dans ce cas-là, vous allez arrêter de mettre des années dans les URL. C'est une mauvaise idée, on est d'accord. Moi, j'ai quelques pages sur WebRank Info où ce qu'on appelle le slug, donc les mots dans l'URL ont mal été choisis à la création de la page. Je ne les ai jamais changés, j'en ai rien à faire. Moi, je m'intéresse au contenu. Et moi, je suis d'avis de ne pas changer les URL. Voilà. Idéalement, en effet, pas avoir rendre l'URL evergreen, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dépendante de date, c'est le mieux pour éviter ce genre de problème. Exactement. Et donc, dernière question de Xavier. En gros, tu parlais des fonctionnalités de SEMrush, notamment pour faire le brief, etc. Est-ce que tu penses avoir gagné du temps? Et là, c'est en mode un peu, normal ou beaucoup en utilisant justement cette fonctionnalité de la plateforme? Alors, pour être vraiment honnête, sur les gros articles, j'en gagne beaucoup. Et sur les articles de niche, où le volume de recherche, par exemple, c'est une façon de voir, est faible, je sais pas moi, 200 par mois, mais je vais quand même faire un article dessus. Là, SEMrush m'aide beaucoup moins. Ouais. Voilà. Oui, donc, parce que du coup, tu n'as pas d'intention de recherche et tu as moins d'intention de recherche et moins de questions, je suppose, sur les tout petits mots. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc après, c'est à moi de plus bosser. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'avec un autre outil, ça aurait été plus rapide. C'est juste pour dire que dans ce cas-là, SEMrush m'aide moins. Mais par contre, pour un article costaud, un article pilier, ou parfois aussi pour découvrir une nouvelle thématique, franchement, je gagne du temps. Voilà. Si je compare à des outils, des classiques, moi j'ai aussi SEMrush, Ahrefs, Systrix, c'est les trois gros que j'utilise en parallèle.
je l'ai expliqué pourquoi je gagne du temps. C'est pas s'éparpiller notamment à plein de suggestions qui sont en fait trop proches les unes des autres. Ouais, et puis après, en plus, il y a faire en sorte que le rédacteur suive ses recommandations, que ça se valide au fur et à mesure. Sans parler de l'interface, en plus, effectivement, là, on gagne encore beaucoup plus de temps. Ouais. Parce que au-delà de la création du brief, nous, avant d'avoir créé SMJ, on envoyait les briefs au rédacteur. Mais derrière, tu faisais le contrôle qualité, tu avais toujours 20% de décalage. Mais 20%, ça reste beaucoup, quoi. Donc ça, c'est un point qui est très important. Ouais. Ok, super. Bah, écoutez, j'espère que ce webinaire vous aura plu, que vous aurez appris plein de belles choses. J'ai beaucoup aimé, Olivier, là, notamment cette approche vision globale du site web autour du contenu, comment évaluer rapidement, et puis derrière, en effet, comment mener sa stratégie de contenu. Puis tu as donné des super exemples concrets qui montrent qu'on peut aller chercher des super requêtes et des super gains grâce au contenu. Donc, c'est vraiment top. Un grand merci à toi. Et j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à contacter Olivier, vous avez son email si vous avez d'autres questions, ou me contacter également. Et on se revoit très bientôt pour un prochain webinaire SMJ. Un grand merci à toi, Olivier. Un grand merci à vous. Merci pour l'invitation. Merci. Merci à tous. À très bientôt. Salut.